Parmi les nombreux livres parus sur le 7 octobre, beaucoup ont été écrits dans la sidération, la douleur et la détresse. D'autres se sont posés ensuite dans une perspective plus géopolitique, historique ou philosophique. Mais avec Tenir tête, l'essai de Paul Audy, couronné du prix féminin en novembre dernier, les choses sont posées sous une forme originale. L'auteur imagine deux amis qui échangent des lettres au fil des mois en se confiant leurs indignations, leurs peurs et leurs réflexions profondes. Ce livre revendique donc une part de fiction, mais elle est tout entière soumise à l'impératif porté par son titre. Il s'agit bel et bien pour l'auteur et ses personnages de tenir tête encore et encore à un antijudaïsme terrifiant et mortifère. Paul Audy, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a guidé dans le choix des termes du titre, tenir tête? En fait, c'est une expression qui est arrivée au fil de la plume, dans le texte. Je n'ai pas pensé à cela comme un titre, mais ce titre s'est imposé au moment où je me suis relu et me suis dit que, au fond, c'était ça. Le terme tenir, en fait, il est utilisé par un des personnages, Thomas, qui veut se tenir à leur côté, oui, à côté des Juifs. Et puis j'ai pensé aussi, enfin on peut penser, le lecteur pense à Paul Celan, au Stéen de Paul Celan, non? Enfin, c'est vrai qu'il y a une tenue, qui nous ramène en fait à la question de notre humanité. Nous nous tenons debout. Nous sommes des animaux qui nous tenons debout et qui regardons en face. C'est ça. Et en face, il y a quelque chose parfois que l'on ne veut pas voir ou qui fait mal. Tenir tête, c'est aussi garder la tête froide. Oui, et tenir sa tête. Oui. Et rester debout, tenir bon. J'aimerais bien qu'on parle de la façon dont vous avez construit votre livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette construction et déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cette construction? Alors, il s'agit d'une correspondance entre deux amis qui sont, pour l'essentiel, sur la même longueur d'onde. Quand il s'agit d'écrire sur l'antisémitisme, quand il s'agit de tenir tête à l'antisémitisme, il n'est pas question d'entrer dans un jeu d'arguments et de contre-arguments. Oui. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, on n'est pas là pour échanger mais des opinions contradictoires. On est là pour essayer de s'emparer de ce mystère, de cette énigme qu'est l'antijudaïsme, qui est historiquement aussi long que le judaïsme lui-même. Et donc, ces deux amis éprouvent le besoin de se parler. Ils se rencontrent en fait tous les mois pour un déjeuner, mais ils font suivre leur déjeuner d'une lettre qui leur permet d'injecter du temps dans leur réflexion et de bien choisir les mots. En fait, ce sont des enjeux très importants aujourd'hui. Nous avons assisté pendant 1 an et demi à des réactions immédiates, ça, à des tweets de 140 mots qui pensaient résumer une situation qui est d'une complexité inouïe. Les lettres, justement, c'est peut-être archaïque, c'est peut-être d'un autre temps, mais en tout cas, ça permet de prendre le temps de remettre en question la première impression et la première opinion qui nous vient à l'esprit. Alors, ça donne le temps de la réflexion, mais c'est ponctué par 3 essais. Oui. Quelle est la fonction de ces essais? Alors, ces essais sont en fait écrits dans un style qui n'est pas celui de l'échange épistolier. C'est une manière de creuser davantage la question à partir de ce que ces deux amis se sont dit. C'est un temps de réflexion un peu plus profonde qui sollicite plusieurs types de savoirs. L'histoire, évidemment, la psychanalyse, puisqu'il s'agit d'une réaction de haine qui implique un sentiment dont on ne connaît pas véritablement l'origine, et la philosophie.
Ce sont les trois disciplines qui sont convoquées dans ces deux essais pour essayer de comprendre à quoi ces deux amis sont confrontés. Et ils sont confrontés aussi dans le temps. Ils commencent leur réflexion, leur échange à la fin du mois d'octobre, début novembre. Oui. Et un mois s'est écoulé depuis le 7 octobre. Et nous nous sommes tous aperçus d'ailleurs que certaines certitudes, certaines convictions que nous avions au début se sont elles-mêmes modifiées au fil du temps parce que nous avons eu le temps de les réfléchir, mais aussi parce que les événements ont changé de nature. Il y a eu comme une embardée qui a été provoquée par la réaction d'Israël, et donc ils sont tous les deux confrontés à ce qui se passe. Oui. Et donc la datation des lettres est très importante, et elle nous ramène à cette période où l'événement n'étant pas fini, nous avions un rapport à l'événement qui était un rapport traversé d'incertitude et de doute. De toute façon, l'événement n'est toujours pas fini. Il n'est toujours pas fini. Mais il y a cette donnée temporelle qui est très importante chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait rapide de vos deux personnages, Maurice et Thomas? Qui est Maurice? Maurice, il a 65 ans. Il a quitté la Syrie à l'âge de 5 ans environ. C'est un juif d'Orient. Dont la famille était installée en Syrie depuis bien longtemps. Et comme tous les juifs de Syrie, en fait, ils venaient depuis le XVIe siècle d'Irak, Mossoul étant la grande ville du judaïsme babylonien, comme on le dit. Et donc, c'est un enfant qui a quitté l'Orient très tôt. Ils se sont tout de suite installés en France. Oui. Et il est devenu professeur de français. Il a fait sa carrière un peu à l'étranger, ce qui lui a permis de visiter beaucoup de villes, mais jamais en Israël. Mais jamais en Israël. Enfin, si. Il y est allé. Il est allé à très peu de reprises, mais il n'est jamais retourné en Syrie. C'est ça qui est intéressant. Il n'est jamais retourné. Voilà, il n'est jamais retourné en Syrie parce que c'est quelque chose. Enfin, c'est une plaie ouverte. Pour lui, et c'est très difficile de retourner alors que ses parents sont décédés. Et Thomas alors? Alors Thomas, lui, il appartient à une autre génération, une génération précédente, il a autour des 45 ans, il est professeur dans un lycée de la banlieue est de Paris, et il a été profondément traumatisé par les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, qui sont ses collègues. C'est un enfant de la République, c'est un enfant qui est attaché aux valeurs de la laïcité et qui, face à l'abomination de ces assassinats, a décidé de s'intéresser à ce qui se passait, se passait à la fois en France et à ce qui se passait au Moyen-Orient. Et il s'est rapproché d'ailleurs de Maurice à cette occasion parce que justement Maurice venant de là-bas pouvait lui apporter un éclairage qu'il n'avait pas. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, au fond, souffrent de la même réalité, mais ne souffrent pas de la même façon. Oui. Il y a d'abord une différence générationnelle, je l'ai dit, mais aussi il y a une expérience qui n'est pas la même. Et peut-être, Maurice, vous avez raison de dire qu'il est beaucoup plus préoccupé par des questions morales. Il est traversé de nombreux dilemmes qui le font souffrir, mais c'est parce qu'il est porté par une expérience que Thomas n'a pas. Et en revanche, Thomas est indigné et il est sans cesse confronté à une société qui manifeste un anti-judaïsme, et il essaye de débusquer, il se confronte aux autres, il est courageux, Thomas. Il a du mal à aller au travail, il a du mal à aller enseigner parce qu'il sait qu'il doit mesurer chacun de ses mots, il doit faire très très attention
Et à partir du 7 octobre, il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il a envie de dire à ses collègues. C'est une réalité que nous avons connue. On connaît tous. En fait, vous savez, tout ce que je raconte dans le livre c'est ce que j'avais envie de vous dire. N'est que le reflet de ce que nous avons connu. En fait, chacun des deux personnages est une part de vous-même, en fait. C'est à la fois une part de moi-même, mais c'est aussi... c'est vous, l'oriental. Thomas, c'est vous aussi, il me semble. Oui. En fait, je dirais que je suis l'addition de leurs différences. C'est comme ça que je le dirais. Parce que chacun aussi a sa part de singularité qui n'est pas la mienne. Mais si j'additionne les différences, je m'y retrouve bien. Vous y retrouvez, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les essais. Et on va aborder maintenant quelques idées forces du livre. Alors d'abord, il y a une idée, moi, qui m'a vraiment paru très intéressante et très pertinente. Vous dites à peu près « L'antijudaïsme est la chose en Orient la mieux partagée, toute religion confondue ». Oui, alors c'est à la fois le fruit de mon expérience, mais c'est aussi le fruit de mes connaissances. Votre expérience, alors, vos origines, on n'en a pas parlé. Écoutez, je peux le dire en 2 mots. Je suis né au Liban et j'ai quitté ce pays à l'âge de 11 ans. Je suis venu en France, j'ai eu la nationalité française à 12 ans. Et donc, je suis français depuis 50 ans. Et chrétien. Oui, enfin, de culture chrétienne. De culture chrétienne, oui. Et voilà, je suis retourné au Liban régulièrement. Oui. Mais tout le monde sait, si vous voulez, que lorsque le mot juif est prononcé au Proche et au Moyen-Orient, il y a toujours une connotation péjorative. Oui. Il y a toujours quelque chose qui se rattache comme une sorte de sous-entendu. C'est un mot qui est une sorte de mot clin d'œil. On sait très très bien de quoi il s'agit. Et cela remonte très très loin en arrière. Il ne faut pas le confondre avec l'antisémitisme occidental, parce que tout ce qui, en Orient, est politique a un versant religieux. C'est ça. Et tout ce qui a un versant religieux a un versant politique. Les 2 dimensions sont absolument indissociables parce qu'elles innervent, parce qu'elles constituent le fond de mœurs et de coutumes qui sont celles des sociétés moyen-orientales. Et donc, 20 siècles d'antijudaïsme chrétien, 13 siècles d'antijudaïsme islamique, ça fait beaucoup. Et ça pèse sur les consciences à travers une forme d'éducation, une forme de coutume, de langage que l'on hérite sans même savoir exactement ce qu'on dit, et surtout sans connaître, sans rien connaître de l'autre, du judaïsme, de la judéité et de ce qu'elle représente. Et donc, voilà. Et en fait, vous montrez bien aussi que cet antijudaïsme induit une absence d'empathie et une imperméabilité à la souffrance des Juifs. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où le Juif est taxé d'avoir commis tel ou tel crime, bon, pour le christianisme, ça a longtemps été le peuple déicide. Pour l'islam, et certaines sourates du Coran en témoignent, il s'agit de quelque chose de plus pervers, au sens où on se réclame du judaïsme, mais on s'en réclame à la condition que les Juifs eux-mêmes ne s'en réclament pas comme ils s'en réclament, ce qui est quand même une aberration extraordinaire qui est véhiculée dans le texte et qui fait que le Juif est assigné à une fonction de perfidie et de mensonge. De falsificateur. Oui, de Pour falsificateur. pouvoir être les vrais Juifs, il faut que les Juifs aient pu falsifier leurs textes, mal comprendre, etc. Et en fait, donc le lien entre le religieux et le politique, vous dites la politique est en réalité, il est en réalité un prétexte au religieux et vice-versa.
Vous rappelez que dans la charte du Hamas, la seule référence religieuse, c'est un passage. Alors, il me semblait que moi, c'était un passage du Coran. Aller traquer. Ah, c'est un hadith. Oui. D'accord. Aller traquer les Juifs jusque derrière l'arbre, le dernier des Juifs. Voilà, il y a deux références dans la charte du Hamas. Il y a deux références culturelles. Il y a une référence qui est la première au protocole des sages de Sion, ce qui peut faire rigoler n'importe qui sait ce dont il s'agit. Mais enfin, au Moyen-Orient, c'est très répandu. Alors, c'est un best-seller au Moyen-Orient. Oui. Et la deuxième référence culturelle, c'est ce hadith qui raconte, qui est une fable, qui raconte en fait, s'il n'y avait plus de Juifs dans le monde et qu'il en restait un seul, il faudrait aller le débusquer derrière l'arbre, derrière lequel il se cache. Donc ça, c'est dans la charte. Voilà, ça, c'est dans la charte. Ce qui explique la litanie qui aussi occupe la charte, du fleuve à la mer, qui a été d'ailleurs répétée il y a 2 jours au moment de la libération des 3 otages. Oui. Un des membres éminents du Hamas a répété que son objectif était toujours l'éradication de l'État d'Israël et la naissance de l'État palestinien du fleuve à la mer. Alors, ce qui fait l'originalité du livre, c'est que à partir de ces 2 postulats, Thomas fait l'expérience pratique de ça. Dans un de ses dîners, il a une controverse avec un certain Youssef, qu'il qualifie de borgne, et qui est un Libanais, je crois. Non, c'est un Jordanien. Pardon, un Jordanien, je pensais. Oui. Un Jordanien qui est chrétien et qui, justement, ne veut pas entendre parler d'Israël. Oui, alors ce qu'il fallait montrer, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas que les Palestiniens qui ne veulent pas de l'existence de l'État d'Israël. Il y a aussi les autres autour. Et parmi ces autres, il y a des Jordaniens, évidemment, dont l'État a fait la paix avec Israël. Mais malgré tout, à l'intérieur de la société jordanienne, il y a toujours ce fond d'antijudaïsme très profond qui refuse toute souveraineté aux Juifs. Alors que Youssef, sur cette terre d'Orient. Oui, sur cette terre d'Orient. Et Youssef, qui donc est rencontré dans un dîner en ville, à Paris, est quelqu'un de très moderne. Oui, alors c'est quelqu'un de très moderne. Il est cool. Oui, il travaille dans l'intelligence artificielle, il est relativement occidentalisé, mais il a encore sa famille en Jordanie. Il est chrétien. Alors, il y a aux environs 3% de chrétiens en Jordanie. C'est une société très pacifique qui a en fait bénéficié du protectorat du royaume hachémite et qui, mais évidemment, si vous voulez, par contamination, par contiguïté, le courant d'hostilité, si vous voulez, pénètre n'importe qui à force d'y être exposé. Et donc, lui-même répète certaines phrases qui, quand on les extrait de leur contexte, paraissent des vieux clichés antisémites tels que nous les avons nous-mêmes déconstruits en Occident. Mais lui-même ne s'en rend pas compte. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est à partir de quels mots, à partir de quelles petites nuances dans un discours qui peut avoir sa légitimité en tant que discours politique. On peut être opposé, évidemment, à tel ou tel gouvernement israélien. C'est tout à fait normal en tant que positionnement politique. Mais quand on en parle, on emploie certaines expressions, certaines locutions qui ont une très longue histoire et qui nous ramènent très loin en arrière, mais sans le savoir.
Et ce qui m'intéressait, c'est que dans le récit de ces rencontres, Thomas pouvait identifier, et en tout cas il a appris à le faire. Il a appris à le reconnaître, oui. Comme on devrait nous-mêmes l'apprendre à chaque fois, à reconnaître la trace d'un vieux reliquat antisémite qui s'est déposé dans le langage et dont on ne sait pas grand-chose. Et en ce sens-là, je pense que ces lettres de récit ont leur pertinence pour nous, parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que soudain un mot apparaît, et ce mot est chargé d'une toute autre histoire que celle qui est relative au personnage. Ce qui se passe, oui. Alors, donc, finalement, on bénéficie par ces lettres de l'expérience de Thomas. On fait la même expérience que Thomas. Alors, il y a un deuxième personnage qu'il rencontre dans un deuxième dîner très bobo, c'est la fameuse fulminante Yasmine. Oui, alors Yasmina, Yasmine ou Yasmina, est une franco-tunisienne qui elle, justement, est très très préoccupée par les questions de droits de l'homme et qui, comme n'importe quel comportement antisémite, il s'agit toujours de prendre les personnes en bloc. Les personnes en bloc, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs, comme si les Juifs étaient une entité qui pouvait être identifiée sur le plan psychologique ou sur le plan politique ou sur le plan culturel, alors que précisément, on peut être juif tout en appartenant à des cultures complètement différentes, on peut avoir des opinions politiques aux antipodes les unes des autres, et on peut parler des langues radicalement différentes. Bon. Or, elle a tendance à essentialiser, réifier, mais globaliser les Juifs. Et en ce sens-là, c'est un prétexte pour Thomas qui a besoin de lui expliquer que l'antisémitisme commence à partir du moment où on estime qu'un juif, avec ses opinions, avec ses sentiments, avec sa vision du monde, représente la totalité du peuple juif. C'est le premier travers antisémite et il explique, il lui explique que s'il y a une diversité constitutive d'un peuple, eh bien, on la trouve essentiellement dans le peuple juif pour des raisons fondamentales. En tout cas, votre livre est aussi une réflexion sur l'essence du judaïsme et sur la notion d'élection. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de réfléchir là-dessus? Parce que, en fait, tout remonte à ça. Tout remonte à ça. Dans l'anti-judaïsme, il y a quelque chose qui touche à la mission première du peuple juif. Le peuple juif a reçu une mission et il est entièrement porté par cette mission. C'est un peu l'image que l'on trouve dans la Guémara, je crois, où nous portons l'arche qui nous porte. C'est ce mouvement, si vous voulez, circulaire, où nous portons quelque chose, mais c'est cette chose-là qui nous porte. Eh bien, cette mission fondamentale, il faudrait l'identifier d'abord, ce qui est une bonne chose, et nous demander, nous, dans notre humanité, puisque nous sommes des êtres humains, et que le judaïsme touche justement à la source de l'humanité en nous, eh bien, quelle position prenons-nous par rapport à ce message, par rapport à cette mission, à ce qui nous requiert? Et l'élection, c'est ça. C'est à vous, il vous est demandé plus qu'aux autres. Il ne s'agit pas d'une élection orgueilleuse. Ça, c'est évidemment le regard antisémite sur l'élection. Mais il s'agit juste du poids d'une responsabilité qui est posée sur les épaules d'un peuple qui n'a rien demandé pour
pour porter cette responsabilité, mais qui a à la porter, qu'il le veuille ou pas. Car en fait, il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix, mais pour une raison fondamentale. C'est que il n'a pas demandé de naître. Et qu'il rentre dans le cycle des générations, qu'il le veuille ou pas, et que c'est ça l'élection. C'est d'entrer dans le cycle des générations et d'être responsable de la vie qui nous a été donnée. En tout cas, votre réflexion sur l'élection est magnifique. Alors, je dirais ce que dit Maurice à Thomas, vous n'êtes pas un peu juif sur les bords? Peut-être que nous le sommes tous. Peut-être que nous le sommes tous. En tout cas, votre ouvrage est un manifeste courageux de solidarité envers les Juifs. Et d'ailleurs, c'est assez porté par Thomas qui veut, ouvrez les guillemets, se tenir à leur côté où qu'ils soient. Donc, et ça fait résonance au titre. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est quelque part une apologie du judaïsme que vous faites? Non. Non. C'est une reconnaissance de dette. Envers tous ces auteurs? Envers ce que le judaïsme a apporté à l'humanité. C'est une reconnaissance de dette et Dieu sait si le mot dette, justement, appartient au judaïsme. C'est véritablement le texte juif qui met au cœur de la question humaine la question de la dette, ce qu'on a reçu et ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu. Ben, nous avons tous reçu un héritage qui nous vient du judaïsme, que l'on soit juif ou pas. Et je dirais qu'il y a peut-être quelque chose de grave dans l'antijudaïsme qui nous confronte avec cet héritage, qui nous confronte à cet héritage. C'est une forme d'ingratitude vis-à-vis de ce que nous avons reçu. L'ingratitude au sens très fort du mot, hein. Ce n'est pas du tout juste un sentiment de remerciement. La gratitude, c'est d'accepter qui nous sommes, parce que ce que nous sommes ne vient pas de nous, mais de l'autre. D'un autre qui nous a précédés et qui nous a conduits là où nous sommes. Donc cette gratitude est fondamentale et elle signe en quelque sorte notre appartenance au genre humain. Et dans l'antijudaïsme, il y a quelque chose, il y a comme une révolte contre cette gratitude demandée. Et c'est pour ça que vous dites dans votre hypothèse finale que lutter contre l'antijudaïsme est éminemment métaphysique. Oui. Parce que vous pensez que l'antijudaïsme est un nihilisme? Une forme de nihilisme? C'est incontestablement une forme de nihilisme, pour les raisons que je viens d'invoquer et qui sont liées en fait à ce qui nous donne un être, alors que cet être est foncièrement incomplet, que nous sommes jetés dans la vie pour en quelque sorte rechercher une perfection que nous n'avons pas. Et le message du judaïsme est là pour soutenir cette quête de perfection qui s'apparente au salut. De ce point de vue-là, oui, il s'agit d'une dimension métaphysique qui nous constitue en tant qu'humains. L'antijudaïsme, et je vous disais au début de notre entretien qu'il est coextensif en fait au judaïsme, et ce n'est pas par hasard. Il ne s'agit pas uniquement de problèmes politiques qui sont nés à la faveur de l'inscription des communautés juives dans des contextes où elles n'étaient pas acceptées comme telles. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est que le judaïsme, à cause de la responsabilité qu'il fait peser sur les épaules de l'être humain, est quelque chose dont on veut se débarrasser pour en quelque sorte jouir d'une forme d'irresponsabilité qui nous permet de tenir debout. Oui. Mais en fait, en espérant ainsi tenir debout, on ne fait que s'affaisser. Oui, l'autonomie est une illusion.
C'est ça, reconnaître que... Oui, enfin, l'hétéronomie fondamentale dont parle le judaïsme est quelque chose d'ailleurs de très mystérieux. C'est une énigme. Qu'est-ce que c'est que cet autre qui nous parle et qui nous pousse à agir avant même de comprendre? Ça me fait penser à l'histoire de Jonas. Jonas qui dit « mais pourquoi moi et pourquoi j'irai à Ninive et j'ai pas envie ?» Mais si, parce que tu dois le faire. Voilà. Pourquoi moi? Et pourquoi moi? Vous voyez? Alors, quand on interprète l'élection en termes de privilèges, on se trompe du tout au tout. Oui, évidemment, on épouse un topos antisémite traditionnel qui est précisément porté par l'ignorance complète de ce que c'est que la mission juive. On espère en tout cas que par le biais de ce livre, vous allez arriver à atteindre des gens qui ont tellement besoin de comprendre. Merci beaucoup, Paul Audy. Merci à vous. Merci beaucoup.